Je m'appelle Mariana Reas. J'étais bien trop jeune pour comprendre exactement ce qu'il me faisait, mais déjà assez grande pour sentir, au fond de moi, que ce n'était pas normal. Chaque fois qu'il rentrait à la maison et verrouillait la porte, mon cœur battait si fort qu'il semblait hurler dans ma poitrine, implorant le ciel qu'on vienne me sauver. J'ai tenté d'en parler. Mais parfois, quand les adultes refusent de voir l'évidence, ils préfèrent s'accrocher à un mensonge plus confortable. Avant que cette histoire ne s'enfonce dans l'ombre, laisse un commentaire et dis-moi d'où tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner, pour ne rien manquer de ce que d'autres vivent en silence. Un jour, j'ai dit à ma mère que papa faisait des choses étranges, des choses qui me faisaient mal. Elle est restée silencieuse un instant, puis elle a dit « Ne dis pas ça de ton père. Il t'aime. Il ne sait juste pas comment te le montrer. » C'est ce jour-là que j'ai compris une vérité terrible, parfois, il vaut mieux pleurer en silence. Le monde entier peut se tromper, mais si j'ouvrais la bouche, alors c'était moi le problème. Alors je me suis tu. J'ai avalé mes larmes, comme on avale une pierre. J'avais 5 ans quand j'ai reçu ma première gifle. Je me souviens, j'avais renversé un verre de lait dans la cuisine. Mon corps s'est figé de peur. Et avant même que je ne puisse dire un mot, il est arrivé et m'a frappé. La douleur était vive, mais ce qui m'a le plus brisé, c'est qu'il ne m'a même pas regardé dans les yeux. Après ça, les coups sont devenus une habitude, une routine de l'horreur. Si je mâchais trop lentement, il me frappait le bras. Si je disais que je n'avais pas faim, il me forçait à manger. Et si je pleurais trop, c'était pire encore. Un jour, je chantonnais doucement en jouant avec ma poupée dans ma chambre. Il est entré en hurlant que je devais me taire, m'a arraché la poupée des mains, puis l'a jetée avec rage contre le mur. Sa tête s'est brisée. J'ai tenté de la réparer avec du ruban adhésif, mais elle n'a jamais été comme avant. Comme moi. Il devenait toujours plus violent, surtout quand maman n'était pas là. Elle travaillait toute la journée, et lorsqu'elle était à la maison, il était plus calme. Mais dès qu'elle partait ou allait simplement prendre un bain, il se transformait. Une fois, j'avais de la fièvre. J'ai dit que je ne voulais pas aller à l'école. Il m'a traité de paresseuse, m'a arraché du lit, a jeté ma couverture au sol, puis m'a lancé mon sac à dos en pleine poitrine. Une autre fois, il avait oublié sa serviette dans la salle de bain. Il s'est mis à hurler, m'a ordonné d'aller la chercher. Comme je mettais trop de temps, il m'a poussé violemment contre le mur, puis s'est assis sur le canapé comme si de rien n'était, allumant la télé, pendant que moi, j'essayais de ravaler mes larmes dans le silence de ma chambre. Je ne comprenais pas. Je ne savais pas ce que je faisais de mal. Je savais juste que c'était mon père, et que j'avais peur de lui. Il m'a fallu des années pour réussir à en reparler à ma mère. À mes yeux, elle était la seule capable de me protéger. Alors j'ai attendu ce que je croyais être le bon moment. C'était un soir, après le dîner. Elle faisait la vaisselle, et je m'étais assise sur un tabouret dans la cuisine. Mon cœur était si lourd qu'il me pesait dans la poitrine. Je suis restée silencieuse quelques minutes, puis j'ai murmuré « Maman, papa me fait du mal ». Elle a arrêté de frotter son assiette, m'a regardé avec lassitude et a dit « Arrête de dire n'importe quoi. Ton père est juste fatigué. Tu es trop sensible. » J'ai tenté d'expliquer qu'il m'avait encore frappé. Elle a soupiré, posé l'éponge dans l'évier et dit « Tu as sûrement fait quelque chose. Tu l'as provoqué. » Puis elle a repris la vaisselle, comme si mes mots n'avaient jamais existé. Je suis resté là, figé, espérant qu'elle se retourne, qu'elle dise « Viens, raconte-moi tout. » Mais ce moment n'est jamais arrivé. Le lendemain, j'ai réessayé. J'ai dit qu'il m'avait enfermé dans ma chambre. Elle n'a même pas levé les yeux. Elle a changé de sujet, comme si je n'avais rien dit. Une fois, il a crié si fort que la voisine, de l'autre côté de la clôture, l'a entendu. Ma mère est sortie lui parler et a plaisanté, « Oh, ce n'est qu'une petite crise. » Les enfants colériques, c'est épuisant, non? Devant les autres, elle inventait des excuses, faisait semblant que tout allait bien. Et quand j'étais trop triste, elle disait « Reprends-toi, tu as tout. Tu as un toit, de la nourriture. » Mais moi, je n'avais pas la paix. Je n'avais pas la sécurité. Et surtout, je n'avais plus la force de parler. Car si même ma propre mère ne me croyait pas, qui le ferait? Un jour, j'ai pensé que quelqu'un à l'école pourrait peut-être m'aider. J'en avais assez d'être frappé, de me cacher, d'avoir peur. Cette semaine-là, je suis allé à l'école le ventre vide.
Il m'avait dit, les enfants désobéissants ne méritent pas de nourriture. Mon ventre gargouillait si fort que j'avais honte que toute la classe l'entende. Un matin, avant de partir, j'ai pris un bout de papier dans le tiroir de la cuisine. J'ai écrit très lentement, pour que ce soit bien lisible, aidez-moi, s'il vous plaît. Mon papa me frappe. J'ai peur de rentrer chez moi. J'ai plié le papier, puis je l'ai mis dans ma boîte à déjeuner vide. Je ne savais pas à qui le donner. La maîtresse? Quelqu'un? Peu importe. Je voulais juste qu'un adulte le lise. Mais quand je suis allé récupérer ma boîte pour partir, il était là. Il se tenait dans l'embrasure de la porte. Il a dit qu'il voulait vérifier que je ne cachais rien. Il a ouvert ma boîte à lunch, trouvé le papier, l'a lu en silence. Je suis resté figé. Mes mains tremblaient, mes jambes devenaient molles. Je m'attendais à ce qu'il hurle. Mais non. Il m'a simplement regardé droit dans les yeux, a froissé le papier, l'a déchiré en minuscules morceaux, puis les a jetés à la poubelle. Ensuite, d'une voix glaciale, il a dit, « Si jamais tu réécris un truc pareil, tu regretteras d'avoir appris à écrire. » Cette nuit-là, il ne m'a pas frappé. Il s'est juste tenu là, dans l'ombre de la porte, à me fixer sans rien dire. Et c'était pire que tous les coups. Le lendemain, je suis allé à l'école, une fois de plus, le ventre vide. Mais cette fois, la leçon fut encore plus brutale. Ce jour-là, j'ai cessé de demander de l'aide. Je me suis dit, peut-être que je le mérite, peut-être que je suis une mauvaise enfant. Peut-être que tout est de ma faute. Et quand un enfant commence à penser comme ça, il commence à disparaître, à l'intérieur de lui-même. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Je me sentais invisible. Mais la maîtresse, elle, me regardait autrement. Pas comme les autres, qui pensaient que j'étais juste timide. Non, son regard portait une inquiétude silencieuse, une forme de tendresse inquiète, comme si elle pressentait que quelque chose n'allait pas, sans jamais me forcer à parler. Elle me posait juste de petites questions, toujours douces, toujours enveloppées de chaleur. « Tout va bien, mon cœur? Tu veux t'asseoir ici devant aujourd'hui? Tu veux m'aider à ranger les fils de laine ?» Parfois, je hochais simplement la tête. Parfois, je ne répondais pas du tout. Mais elle ne lâchait pas. Elle observait tout. Que je dessinais toujours seul. Que dans mes dessins, il n'y avait jamais de famille. Que je ne déjeunais jamais, même quand on me proposait à manger. Un jour, pendant la récréation, alors que tous les enfants jouaient dehors, elle est venue s'asseoir en silence à côté de moi. Elle n'a rien dit. Elle s'est contentée de faire tournoyer une feuille tombée au sol entre ses doigts. Et à cet instant précis, je me suis senti vu. Vraiment vu. Pas comme une enfant silencieuse, mais comme une petite fille portant un fardeau bien trop lourd pour son âge. J'ai commencé à aimer l'école. C'était le seul endroit où je me sentais un peu moins seul. Même si je ne lui parlais pas encore, quelque chose en moi commençait à lui faire confiance. C'était étrange, cette sensation de refaire confiance. Mais son regard n'était jamais rempli de pitié. Il débordait de tendresse. Et cette tendresse-là m'a fait penser que, peut-être, je ne méritais pas tout ce qui m'arrivait. Un jour, lors d'une activité en classe, la maîtresse nous a demandé de dessiner notre maison. Tous les enfants étaient enthousiastes. Ils dessinaient des lits, des canapés, des chiens, des téléviseurs. Moi, je suis restée silencieuse, immobile, devant ma feuille blanche. Elle me fixait comme un miroir. Puis j'ai pris un crayon noir. J'ai dessiné une grande silhouette sans visage, plantée au milieu du salon. Juste un corps sombre, avec des mains énormes. Dans un coin, j'ai dessiné une petite fille recroquevillée, sans couleur, sans bouche, comme si elle ne pouvait même plus parler. Quand j'ai terminé, une boule s'est formée dans ma gorge. Ce n'était pas un simple dessin. C'était ma maison. Quand la maîtresse est passée pour ramasser les feuilles, elle s'est arrêtée devant la mienne. Elle l'a regardée quelques secondes. Son visage a changé. Elle n'a rien dit. Elle a glissé le dessin dans une enveloppe, puis a continué à collecter les autres. À la fin du cours, elle m'a appelé doucement. Elle s'est accroupie à ma hauteur, et m'a demandé, « C'est juste de l'imagination? Ou tu veux me raconter quelque chose ?» Mon visage a chauffé. J'ai baissé les yeux. Je suis restée muette. Je voulais répondre, vraiment, mais aucun son ne sortait. J'avais l'impression que si je disais quoi que ce soit,
le monstre se réveillerait pour de bon. Elle l'a senti. Elle a posé sa main tout doucement sur mon épaule et a murmuré, « C'est d'accord. Si un jour tu veux parler, je suis là. » C'était la première fois que quelqu'un me demandait vraiment. Et la première fois que j'avais failli tout raconter. Mais ce n'était pas encore le bon moment. La douleur était encore trop vive. Pourtant, quelque chose avait changé. Pour la première fois, quelqu'un était prêt à écouter. Et ça m'a donné de l'espoir. La semaine suivante, la maîtresse était plus présente que jamais. Elle ne disait rien, mais elle restait proche. Elle avait compris que quelque chose avait changé depuis ce dessin. Un jour de pluie, pendant la récréation dans la classe, les enfants jouaient, criaient, déplaçaient les tables. Moi, j'étais dans un coin, les genoux contre la poitrine, faisant semblant d'être absorbé par mes pensées. Elle est venue vers moi, s'est accroupie, et a dit doucement, « J'aime bien être près de toi. Tu me fais penser à ma petite sœur. » J'ai souri timidement. Avec un peu de peur de trop sourire. Elle a continué, « C'est d'accord si tu ne veux pas parler maintenant, mais si un jour tu veux, je suis là. » J'ai hoché la tête doucement. Elle n'a pas insisté. Le lendemain, elle m'a glissé un petit mot plié. Il y avait un dessin en couleur, un soleil, une fleur, une petite fille qui souriait. En dessous, c'était écrit, « Tu n'as pas à être seul. » J'ai gardé ce mot secret dans mon sac. Et je le relisais encore, et encore. Un jour, elle m'a demandé de l'aider à ranger la salle. Quand nous étions seuls, elle m'a regardé et a demandé doucement, « Est-ce que quelque chose de grave se passe chez toi ?» J'ai chuchoté, « S'il te plaît, ne demande pas. » Elle est restée quand même. Et, avec de petits gestes, elle me montrait qu'elle était là pour moi. Et un jour, j'ai enfin réussi à lui confier un secret. Mon père me frappe. Il me fait peur. J'ai éclaté en sanglots. Elle m'a prise dans ses bras, doucement. Et elle m'a promis qu'elle ne partirait pas. L'assistante sociale, Clara, m'a écouté. Elle m'a promis de m'aider. Mon père nia tout. Même ma mère doutait. Mais l'enseignante et Clara, elles m'ont cru. Elles m'ont soutenu. Pour la première fois, je me suis senti en sécurité. Je savais que je n'étais plus seul. Mais, c'est ma maman. Ai-je murmuré. Je sais, m'a-t-on répondu. Et c'est ce qui rend tout cela encore plus difficile. Dans sa tête, je n'étais qu'une enfant perdue, une petite fille égarée dans un monde d'adultes. Mais moi, je me souvenais de chaque coup, chaque menace, chaque nuit passée enfermée dans ma chambre, tremblante. Je pleurais en silence, le cœur noué de doute. Est-ce que quelqu'un me croirait un jour? Puis Vera est arrivée. La psychologue scolaire. Elle a regardé mes dessins tristes, s'est assise, m'a écouté longuement, puis a murmuré ces mots que je n'oublierai jamais, « Je te crois. Ton corps dit ce que ta bouche n'ose pas. » Après de nombreux entretiens, la justice a fini par reconnaître ma vérité. Une mesure de protection a été ordonnée. Plus aucun contact avec mon père. J'ai été placé dans un foyer sûr. Là-bas, pour la première fois, j'ai dormi sans peur. Au procès, j'ai parlé, d'une voix claire et ferme, de ce que j'avais vécu. La psychologue a dit, « Tu as été très courageuse. » Et enfin, ils m'ont cru. Puis il a pris la parole. Froid, calculateur. Votre honneur, ma fille a toujours eu beaucoup d'imagination. Je suis strict, certes, mais jamais violent. C'est l'enseignante qui lui a mis de fausses idées en tête. La procureure a alors présenté le rapport de la psychologue, les dessins, ainsi que des extraits d'expertise. La directrice de l'école a confirmé que Mariana montrait des signes évidents de souffrance. Après un silence lourd de sens, la juge a déclaré, « La justice n'est pas aveugle. Elle exige qu'on écoute attentivement. » Le tribunal a confirmé l'ordonnance de protection. Aucun contact avec le père. Clara m'a prise dans ses bras. J'ai pleuré, mais cette fois, c'était de soulagement. Quelques semaines plus tard, j'ai appris que mon père avait été condamné. Ma mère m'a écrit une lettre, dans laquelle elle admettait avoir échoué. J'ai alors commencé à découvrir une nouvelle famille, Anna et Raphaël. Un nouveau départ, même si faire confiance restait difficile. Je me suis assise, un peu méfiante. « Regarde-toi, Diana, mais pas comme quelqu'un qui cherche des défauts. Regarde-toi comme celle qui a survécu, » m'a-t-elle dit doucement.
Je suis restée silencieuse, observant ma peau, mes cheveux, mon visage grave. Tu vois cette fille-là, a-t-elle continué en posant sa main sur mon épaule. C'est une fille qui a survécu à des choses que beaucoup n'oseraient même pas raconter. Tu sais quelle force ça demande? Les larmes me sont montées aux yeux. Elle a poursuivi, on a tous des cicatrices. Certaines visibles, d'autres invisibles. Ce qui compte, c'est que tu ne t'es pas laissé définir par la tienne. Tu es en train d'écrire une nouvelle histoire, et elle commence ici. Elle a désigné le miroir. Pour la première fois, je me suis regardé sans me juger, avec un peu plus d'amour. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal, peut-être que je n'oublierai jamais ce que j'ai vécu, mais je n'oublierai jamais non plus ceux qui m'ont aidé à en sortir. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message de mon ancienne enseignante. « Bonjour ma petite fleur, tu me manques. Tu veux venir au parc ce week-end » J'ai répondu immédiatement. Oui. Le dimanche, elle est venue me chercher. On est allé dans un grand parc plein d'arbres. On s'est assis sur un banc. Elle avait apporté des sandwichs maison et du jus. Je croyais que tu m'avais oublié, ai-je murmuré. Impossible, répondit-elle en posant sa main sur son cœur. Tu vis ici. On est resté là, en silence, regardant les enfants jouer. Tu sais que j'ai pleuré toute la nuit quand tu m'as tout raconté, a-t-elle demandé. Vraiment? J'étais en colère contre moi-même parce que je n'avais rien vu. Mais je suis resté et je t'ai écouté. Tu m'as appris plus que tous les livres et toutes les universités. Elle a souri avec tendresse. Tu m'as montré que l'écoute peut sauver. Que l'amour véritable n'a pas besoin de lien de sang. Et qu'une fille de 6 ans peut changer la vie d'un adulte. En rentrant, elle m'a tendu une petite boîte. Ouvre-la quand tu seras seul. Dans ma chambre, je l'ai ouverte. Il y avait une chaîne avec un pendentif en forme de cœur et un mot écrit à la main. Si un jour tu oublies qui tu es, souviens-toi, tu es lumière. Même si le monde essaie de l'éteindre. J'ai pleuré, mais cette fois, c'était une larme de guérison. Depuis, chaque semaine, j'écris une lettre à moi-même. Je les garde dans une boîte à chaussures, sous mon lit. Aujourd'hui encore, quand je doute, je les relis. Je me souviens, j'ai survécu, j'ai été forte. Je ne suis pas ce qu'on m'a fait. Je suis ce que j'ai choisi de devenir. À 12 ans, j'ai eu mon tout premier gâteau d'anniversaire avec mon prénom dessus. Un gâteau au chocolat, glaçage blanc, écriture bleue. Joyeux anniversaire, Marian Aresset. Mais ce jour-là, il y avait quelque chose de plus. Une carte posée devant le gâteau. Félicitations pour ton adoption officielle. Anna pleurait dans la cuisine. Raphaël retenait ses larmes. Moi, je souriais. C'est officiel maintenant, dit Anna en prenant mes mains. Dès aujourd'hui, tu es notre fille sur le papier, mais dans notre cœur, tu l'étais déjà. Raphaël ajouta. On te promet de ne pas effacer ton histoire. Tu sauras toujours d'où tu viens, et où tu vas. Je les ai serrés fort dans mes bras. J'ai senti la chaleur et la sécurité. Merci de ne pas avoir abandonné, ai-je murmuré. Le monde t'a abandonné. Nous, on a juste ouvert la porte, répondit Anna, la voix tremblante. Après la fête, on s'est allongé sur le canapé. Seule la lumière de la cuisine restait allumée, et l'odeur du gâteau flottait encore dans l'air. Est-ce que je peux vous poser une question, ai-je soufflé. Tout ce que tu veux, dit Raphaël. Pourquoi m'avez-vous choisi? Anna regarda Raphaël, puis moi. En lisant ton histoire, on n'a pas vu une fille brisée, mais une enfant forte et sincère. On savait que si le monde t'avait écouté plus tôt, tu n'aurais pas souffert autant. Et tu as transformé notre maison, ajouta Raphaël. Plus de musique, plus de couleurs, plus de courage. Tout ça, c'est toi. Je suis parti un instant dans ma chambre. J'ai pris la boîte avec mes lettres. C'est quoi ça? Demanda Anna, étonnée. Des lettres à moi-même, depuis que je suis arrivé ici. Certaines parlent de peur, d'autres d'espoir. La dernière est pour vous. Anna ouvrit délicatement la feuille. Raphaël lut à voix haute, la voix tremblante. Chère Anna, cher Raphaël. Aujourd'hui je suis officiellement adopté, mais dans mon cœur, vous avez toujours été mes parents. Depuis le jour où vous m'avez laissé choisir mon oreiller dans le magasin et dit, choisis celui que tu veux, cette chambre est à toi.
Vous m'avez donné le droit d'exister sans peur, de dormir sans cauchemar, de rire sans excuse. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais peu importe. Je sais que j'ai un foyer où revenir. Nous nous sommes pris dans les bras, en larmes, et j'ai compris. Un happy end, c'est une maison ouverte, du café chaud, et deux bras toujours prêts à me serrer.